Vous apprêtez à écouter une entrevue que j'ai faite dans le cadre de mon spectacle Machine. Ce contenu-là est entièrement financé par mon spectacle Machine pour mon spectacle Machine. Alors, si ça vous intéresse, achetez-vous des billets au www.joecormier.ca pour mon spectacle Machine. Salut mes petits pinottes. Dans le cadre de l'écriture de mon spectacle Machine, j'ai décidé de m'offrir une série de 6 entrevues avec des spécialistes dans leurs différents domaines dans le but de m'inspirer, dans le but de m'éduquer, dans le but de me cultiver pour réussir à écrire sur des trucs dont je ne maîtrise pas nécessairement la théorie. Et aujourd'hui, on reçoit un psychiatre, M. Dr. Ruben Martins de l'Institut Douglas, qui est un institut pour lequel j'ai énormément de respect. Avec cet homme, on a pu parler des différentes émotions. J'avais beaucoup de questions, justement, sur la peur, sur l'inconnu, sur les traumas. Qu'est-ce qui fait qu'un humain, dans le sport, peut parfois avoir des excès de violence? C'est une initiative que j'ai prise pour, justement, promouvoir le spectacle. 2, te donner du matériel où tu fais « Hey, des fois, je me demande où est-ce qu'ils vont chercher les idées, les humoristes. » Ben là, c'est un regard vraiment personnel sur ce que j'ai compris de ce qu'il me dit, parce que je reste à barouette le petit bonhomme Joe Cormier qui fait ses petites jokes à la maison, là. Mais ça me donne quelque chose de la chair au de l'os pour pouvoir poursuivre mon aventure dans l'écriture de mon spectacle Machine. Donc, je vous en dis pas plus. Je vous laisse regarder la discussion et ceux qui ont vu le spectacle déjà en rodage, vous pourrez peut-être déjà comprendre les questions que j'ai posées face à certains sujets que j'exploite dans mon spectacle. Les autres, dites-nous si c'était une belle conversation ou quoi. Et puis dites-nous si ça vous a donné envie de venir voir le spectacle en se disant « Mais voyons, il va-tu parler de ça pour vrai dans son spectacle, lui? » Je vous souhaite une bonne écoute! Et je tiens à remercier M. Ruben Martin encore une fois d'avoir pris du temps de venir jaser à un humoriste. Faut le faire. Cette semaine, on reçoit Dr. Ruben Martin. Psychiatre à l'Institut Douglas de Montréal, Verdun. Monsieur Martin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais très bien, merci. Juste vous rapprocher de votre micro, s'il vous plaît. Attendez, oui, on voit que j'ai pas la même expérience que vous. C'est normal, mais j'oserais jamais comment vous dire à faire votre métier. Monsieur Martin, si on est là, c'est dans le cadre d'un podcast où on décortique un peu plein de sujets dont je voudrais parler dans mon prochain spectacle d'humour, mais dont je n'ai pas la connaissance. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça avec le public, de simplement parler de certains trucs. Peut-être qu'il n'y aura rien de tout ça qui va se finir dans le spectacle, mais au moins, je serai un meilleur humain. Alors, dans mon spectacle, j'aborde beaucoup la notion de performance parce que je trouve qu'elle est omniprésente dans notre société. Puis je me posais la question, quand est-ce qu'on peut définir l'anxiété de performance de la performance? OK. Donc, ce qu'on appelle anxiété de performance. Donc, tout d'abord, anxiété de performance en soi n'est pas un diagnostic psychiatrique. Là. Juste, souvent, on va l'associer à d'autres troubles psychiatriques dans la catégorie des troubles anxieux. Donc, souvent, quelqu'un qui va avoir de l'anxiété généralisée, donc il va s'inquiéter par rapport à plusieurs choses, peut avoir de l'anxiété de performance. Parfois, des personnes qui vont avoir de l'anxiété sociale vont avoir de l'anxiété de performance lorsqu'ils font, par exemple, une apparition en public ou lorsqu'ils doivent travailler en public. Et en soi, le terme anxiété, alors là, il y a un peu de déformation professionnelle ici, mais le terme anxiété, pour moi, est quelque chose de négatif, dans le sens qu'on parle d'anxiété ou qu'on parle d'un trouble anxieux, on parle de quelque chose qui est problématique ou va entraîner certaines souffrances ou une inhabilité à agir. Hein? Donc, si on a de l'anxiété de performance, ou si on a un trouble anxieux qui entraîne de l'anxiété de performance, généralement, ce que ça veut dire, c'est que cette anxiété-là va créer un blocage par rapport à performer. Là, donc, il n'y aura pas de performance. Il y aura une performance diminuée. Oui. Ouais, exactement. Donc, quelqu'un qui va avoir, par exemple, de l'anxiété sociale, qui a de l'anxiété à parler en groupe, si cette anxiété-là a une intensité pathologique, mais elle va bloquer, elle va avoir une attaque de panique, elle ne va pas se présenter. Ce qui est
différent du stress, par exemple. Donc, moi, j'ai dit, le stress comme tel peut être positif. Donc, cette fébrilité-là qui fait qu'on va se préparer, qui fait qu'on va peut-être pouvoir se concentrer sur la performance comme telle. Mm-hmm. Donc, il y a... Le stress permet la visualisation de la performance. Oui, alors, on peut faire de la visualisation de la performance quand on a un certain... Mais le stress, c'est plus cette capacité-là de prendre ses moyens puis de se concentrer sur la tâche qu'il y a à faire. Hein? Donc, par exemple, certaines personnes qui vont souffrir j'ai utilisé l'exemple, c'est assez commun chez des personnes qui vont souffrir d'un TDAH, par exemple. Ils ne vont pas étudier jusqu'à la fin. Puis là, il y a la date de l'examen. Puis là, ils sont capables de se concentrer, puis là, de tout étudier juste la veille de l'examen, puis quand même de réussir à la fin de l'examen. Donc ça, c'est du stress. C'est que le stress a monté à un moment donné. Il a été suffisant, il y a une roche de dopamine dans le cerveau, puis on est capable de faire ce qu'il y a à faire. Les athlètes, ça va être un peu la même chose. Est-ce qu'on peut nommer procrastination dans certains cas? Ouais. Mais la procrastination, c'est de ne pas le faire jusqu'à un certain bout, mais le fait de devoir le faire lorsque c'est absolument nécessaire, ça, c'est le stress qui est positif. Je crois que beaucoup d'athlètes vont avoir ça aussi juste avant de faire leur show. Ça permet de faire leur performance, ça permet d'avoir de canaliser, disons, nos forces sur le but à atteindre. L'anxiété, c'est le pensant plus négatif et plus inhibiteur, disons, qui va entraîner ça. L'anxiété va souvent être liée à la peur. Hein, donc, évolutivement, l'anxiété va être liée à j'ai une situation qui me fait peur, donc je freeze ou je fly, je m'arrête ou alors je m'enfuis par rapport à la situation qui me fait peur. Je vois un prédateur devant moi, j'arrête, je fais le mort ou je m'enfuis le plus rapidement possible. Mais dans la vie de tous les jours, ce qui est arrivé, les troubles anxieux, c'est lorsqu'on a une réponse très, très forte comme celle-là, où je fais rien, où je m'enfuis, à des situations qui ne devraient pas demander ce niveau-là. Sans dire banal, plutôt que bien des gens peuvent fonctionner. Oui, c'est ça. Des situations que la majorité des personnes pourraient peut-être gérer avec un certain stress sans nécessairement avoir cet élément-là. Puis je cherche aussi un volet précis de la performance parce que de mon point de vue, ça c'est très de mon point de vue, je trouve que chaque humain tente de plus en plus d'être dans la performance absolue. On veut toujours de meilleurs résultats. Et est-ce que c'est le cours normal des choses ou c'est par rapport à mon groupe social que beaucoup d'individus veulent se dépasser? Fait que je dirais que peut-être que ce serait intéressant d'inviter un sociologue à votre podcast. Il y en aura un plus tard, oui. La bonne impression que là, peut-être qu'on va dépasser un peu mon expertise psychiatrique qui est au niveau de l'individu. Si après, je peux y aller de mon opinion, mais ça va demeurer. Mais qu'est-ce qui fait que je vais prendre mon cas dans ce cas-ci. Ouais. Qu'est-ce qui fait que je désire tout faire bien et mieux tout le temps? Alors, ça vous amenez un autre point. Parce que la performance, on peut le voir. Donc, on a touché du point de vue de l'anxiété. Il y a quelque chose à faire. Je suis soit stressé puis j'arrive à le faire. J'ai un bon stress, soit je suis très anxieux puis j'arrive pas à le faire. Mais il y a aussi le fait de qu'est-ce qu'on considère comme étant suffisamment bien. Des personnes peuvent être plus ou moins perfectionnistes. Et là, c'est plus dans la structure de personnalité. Donc, la performance, on peut la voir au niveau social. Puis là, je vous dirais que c'est peut-être moins c'est là où on interviendra avec un sociologue. Au niveau personnel, on peut le voir comme avec les sentiments, je suis anxieux, ou on peut le voir au niveau plus structurel, c'est quoi ma structure de personnalité, comment est-ce que moi, quand je dois faire quelque chose, que je suis un perfectionniste ou est-ce que je me contente que ce soit suffisamment bon. Les personnes qui sont des perfectionnistes, donc qui ont une structure de personnalité qui les pousse à être des perfectionnistes, vont effectivement souvent avoir un peu plus d'anxiété parce que il faut que ça soit parfait. Il ne faut pas que ça soit suffisamment bon. Il faut que ça soit parfait. Ça peut être un inhibiteur, en fait, parce que tant que ce n'est pas parfait, je ne vais pas le faire. Et donc, à ce niveau-là, vous avez peut-être une personnalité qui vous pousse vers la perfection, ce qui peut augmenter un petit peu les éléments d'anxiété. D'anxiété de performance. Est-ce qu'au niveau social, on pousse vers ça? C'est possible, mais je dois avouer que j'ai on ne sait pas, ouais. Je veux pas que vous vous mouillez. Je veux pas que vous vous mouillez. On a parlé quelquefois des peurs déjà depuis le début. Pouvez-vous m'expliquer, vulgariser comment les peurs se créent dans un cerveau humain? Ou c'est une question... Non, c'est correct. J'ai essayé de vulgariser. Donc, j'ai vraiment essayé d'y aller plus simple, et vous me direz si là, je rentre si c'est un peu trop compliqué. Mais on a un système plus dans lequel il va être relié aux émotions, c'est le système limbique.
Donc, c'est notre système dans lequel, quand on a très peur, par exemple, on a, entre autres, le système limbique va impliquer l'amygdale qui va devenir très activé quand on a une émotion très, très forte, dont la peur. C'est un système évolutif, c'est un système bénéfique. J'avais utilisé l'exemple de si on est un prédateur devant nous ou dans la vie de tous les jours, si on a une voiture, on est en train de traverser au rouge, on ne devrait pas, il y a une voiture qui vient à toute vitesse. D'habitude, on a un rush d'émotion puis on s'enfuit à toute vitesse. C'est normal, c'est adaptatif, c'est la chose à faire. Ce qui va se passer quand quelqu'un a un trouble anxieux, c'est que ce système-là va être hyperactivé, comme je l'ai dit, dans une situation qui ne devrait pas créer la peur. Hein? Même chose au niveau des phobies, là, des peurs vraiment très, très, très spécifiques. On peut avoir une peur qui est légitime, puis il y a quelques des études là-dessus. Il y a peut-être quelques phobies qui auraient pu être adaptatives, disons, dans notre évolution jusqu'à un certain point. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, des phobies adaptatives? Disons, par exemple, si on vit dans un endroit où la majorité des araignées sont vénéneuses, d'avoir une phobie des araignées peut-être pas mal adaptée, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Donc oui, c'est pour se protéger. Oui. Mais à ce moment-ci, quand je suis né au Québec... D'avoir une phobie des araignées, c'est peut-être pas la chose la plus utile, un. Puis deux, ça va créer une détresse pour quelque chose qui est relativement inoffensif. Qui vient d'un bagage encore une fois, du niveau de la sociologie ou? Bien, alors, en psychiatrie, on va dire tout est environnemental, tout est génétique en même temps, là, dans le sens que tout est en partie biologique puis en partie sociétal. Donc, il y a clairement, probablement, un concept. Et si on vit dans une famille, par exemple, si on oublie la société, mais si on est dans une famille dans laquelle la majorité des gens vont avoir peur des araignées, ça va contribuer à ce qu'un enfant ait peur des araignées. Mais il y a aussi probablement un élément évolutif peut-être possible dans lequel il y a comme quelques études, là, pas toutes super bonnes, mais il y a comme quelques études dans lesquelles il y a peut-être un certain avantage évolutif d'avoir une certaine peur de certains animaux, par exemple, de façon innée, parce que ça aurait été protecteur. Même chose, il y a des choses qu'on se demande pourquoi est-ce qu'il y a certaines phobies spécifiques, par exemple la phobie du sang. Il y a toujours dans la population, une certaine population de gens qui va s'évanouir dans le sang. Est-ce que ça a une certaine utilité ou non? On pourrait penser que d'avoir certaines personnes qui s'évanouissent du sang aurait pu être utile au niveau évolutif. Et c'est très génétique, en fait. La phobie du sang, elle est très, très génétique. Donc, si un des parents... Mais il en faut... Quand vous dites ça, j'ai l'impression qu'il en faut quelques-uns, mais si tout le monde tombe en voyant du sang, c'est pas évolutif. Non, si tout le monde fait. Mais d'avoir une variabilité, en fait, génétique, puis avoir une variabilité au niveau de ces réponses-là peuvent être utiles. Là, ça, c'est une théorie personnelle, là, fait que je vais... mais une hypothèse, là, disons que c'est une hypothèse. Hypothèse, oui. Ce serait imaginer si on est dans au niveau, il y a un carnage, il y a plusieurs personnes, il y a une guerre ou ainsi de suite, d'avoir quelques personnes qui, entre guillemets, s'évanouissent s'il y a du sang, puis donc ne vont pas participer à la guerre, ça va pouvoir permettre à ce village-là de survivre en gardant certains individus. Certains individus, oui, donc, il y a une utilité à avoir un peu de variabilité à l'intérieur d'une population parce que ça permet de répondre différemment à certaines situations. Si on réagit tous exactement de la même façon partout, c'est un peu plus problématique parce que si c'est la mauvaise façon d'agir, on va tous mourir en même temps. Êtes-vous en train de me dire que la diversité serait primordiale pour l'humain? La diversité est très utile, c'est scientifiquement prouvé, ça va au-delà d'une valeur ici. Il y a plusieurs éléments qui montrent que la diversité est très, très utile. Eh bien, pouvez-vous m'en parler? Qu'est-ce qui rend la diversité bénéfique? Bien, si on y va, donc, plus au niveau, je vais y aller purement au niveau biologique. Oui. Okay? Purement au niveau biologique. C'est un peu l'exemple que j'avais déjà donné. Si on a une diversité, il y a plus de chances qu'il y ait certains individus qui survivent si un certain stress ou trauma arrive à une population, incluant, par exemple, même on parle d'une infection X. Mais si on a une variabilité génétique, il y a certains individus de cette population-là qui vont pouvoir être résistants à cette infection-là. Donc, si plusieurs personnes décèdent malheureusement de cette infection-là, mais le fait d'avoir une variabilité va permettre à certains individus de résister. Donc, purement d'un point de vue biologique. Donc, si on a tous des gènes identiques, donc si on y allait avec une théorie plus eugénique, où est-ce qu'on va essayer de catégoriser, puis on a tous des gènes très, 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 très proches, mais ce qui se passe quand on a tous des gènes, c'est qu'on est plus susceptible à être sensible à au même truc. Le même truc.
Et donc, d'avoir une diversité à l'intérieur d'une population. Puis je veux dire, c'est pour ça qu'il y a toujours eu chez la souveraineté une diversité, des personnes. Il y a toujours des gens d'un village qui allaient dans un autre village. Il y a toujours une certaine forme de fluidité qui a fait que nos gènes sont quand même assez différents. Mais la diversité va permettre une plus grande résilience s'il y a quelque chose qui arrive. Puis on pourrait extrapoler ça, peut-être vous pourriez en discuter avec le sociologue, au niveau des idées aussi. Plus on a une diversité d'idées, plus on peut voir des solutions différentes à certains problèmes, alors que si on pense exactement de la même façon, mais on a peut-être le l'angle mort. Oui, il y a quelques courants de l'histoire qui peuvent nous... je reviens aux peurs avec le système limbique, c'est ça? Est-ce que chaque peur est un trauma? Non, en fait, c'est parce que là, la définition de trauma elle-même peut être un peu... C'est très vaste. C'est vaste, oui. Il y a quelque chose d'un peu personnel au niveau du trauma aussi qui va être considéré comme un trauma pour un individu, ne va pas nécessairement être considéré par un autre trauma. Mais la peur, le trauma implique une peur par rapport à quelque chose qu'on a vécu. Mm-hmm. Okay? Donc, si on a vécu quelque chose de traumatisant, par exemple, on a vécu un feu, là, on a été à chacun ses traumas. J'ai utilisé un exemple personnel. Moi, en fait, j'ai vécu un feu. J'ai été dans une maison qui a brûlé. Ouf. Et donc, pendant quelques jours suite à l'incendie, le sommeil était plus difficile. Je revoyais des éléments de feu. Ça s'est résorbé. D'ailleurs, la majorité des gens qui vivent des situations traumatiques, surtout si elles ne sont pas causées par d'autres êtres humains, si c'est des accidents dits naturels, l'évolution normale, si on a peur au début, puis éventuellement, on se réhabitue. Et donc, ça, c'est une peur reliée à un trauma. J'avais peur du feu parce que j'étais dans un feu. Puis, en l'espace de quelques semaines, quelques mois, la peur s'est résorbée. Je n'ai pas vécu d'autres. Heureusement, si j'avais vécu d'autres feux, peut-être les choses auraient été différentes, mais ça s'est résorbé. Ce qui n'est pas la même chose que, par exemple, la peur dont vous avez parlé tantôt, avoir peur des araignées, ça ne veut pas dire que la personne nécessairement a été piquée par une araignée. Il y a des peurs qui ne sont pas nécessairement dues à notre vécu. Quand une peur a été due à notre vécu, un trauma implique le vécu, implique quelque chose qui a été vécu. Les traumas tendent à être plus problématiques s'ils sont effectivement créés par d'autres humains. À quel égard? Comment ça se manifeste? Mais dans le sens que la symptomologie, la personne va en souffrir plus longtemps. Ça va entraîner des conséquences plus grandes, parfois même au niveau relationnel. Je vais utiliser un autre exemple complètement extrême. Donc, j'ai utilisé l'exemple, quelqu'un vit un feu une fois comme moi. Ça, c'est comme à une extrême des situations qui peuvent être traumatiques. Puis la majorité des gens vont évoluer exactement comme j'ai évolué. On peut quand même développer un PTSD, mais c'est beaucoup plus rare. La majorité des gens vont après quelques temps. Versus, si on va à l'autre extrême, prenons la situation d'un enfant qui a été abusé de façon répétée, et encore pire, été abusé de façon répétée par des adultes de confiance. Mais là, on peut, dans être psychiatre, concevoir pourquoi ce type de trauma-là va avoir un impact beaucoup plus grand. Il a un impact beaucoup plus grand parce qu'il interagit avec la confiance qu'on a envers nos congénères, nos propres pères, surtout les personnes qui sont censées nous protéger parce qu'on est un enfant puis c'est un adulte qui nous protège. Donc, tout ce qui est relationnel, tout ce qui est comment est-ce que je vais faire confiance à un autre être humain, comment vont mes interactions avec un autre humain, est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là, est-ce que je dois m'en détacher? Donc, ça affecte beaucoup plus de sphères de la vie de l'individu qu'un trauma par rapport à une situation naturelle qui arrive une seule fois. Si je me permets de vulgariser, c'est qu'un quelqu'un devant un feu peut comprendre comment le contrôler, puis les paramètres sont plus clairs, que versus un être humain. Oui, mais c'est aussi que un feu, ça ne va pas impliquer que je perde confiance en mes amis. Ou que je perde... Au contraire, ouais. J'ai tout mon côté social qui va demeurer. Il y a quelque chose d'un peu... c'est une bad luck. C'est arrivé. Alors que quand on se fait traumatiser par d'autres êtres c'est la méfiance ultime. Là, on va créer effectivement, au niveau relationnel, il va y avoir des difficultés parce que pourquoi est-ce que je fais confiance à cette personne-là si cette personne-là à qui je devais faire confiance? À qui je devais faire le plus confiance dans l'ordre. Ouais. Et donc, outre tous les autres
des éléments reliés au trauma un peu plus classiques, de revivre le trauma, d'avoir des cauchemars par rapport au trauma. Donc ça peut arriver dans tous les types de traumas. Mais en plus, quand on a vécu des traumas par rapport à un trauma, et surtout s'ils ont été répétés, mais là, ça va, toutes nos sphères interpersonnelles, notre structure de personnalité va être beaucoup plus affectée qu'avec un trauma simple de quelque chose qui n'était pas dû à un autre être. Je comprends. Je saute un peu du coq à l'âne là, en allant vers la gestion des émotions parce que de mon observation des gens qui n'extériorisent pas leurs émotions, souvent, celle qui domine, c'est la colère. Donc, souvent, la colère sort. Là, puis je me demande, est-ce que ça semble vrai ce que je dis ou c'est complètement erroné? Je ne sais pas que c'est complètement erroné. C'est biaisé. Mais tu sais, peut-être j'élargirais les choses. C'est vrai que des personnes qui ont de la difficulté à gérer les émotions, soit qui les gardent et qui ne sont pas capables de les exprimer. L'idée avec une émotion, c'est toujours ça qui est des fois difficile à comprendre, même pour certains des patients qui vont avoir cette difficulté à gérer les émotions, c'est comment légitimer l'émotion. L'émotion, elle peut être tout à fait légitime. Je suis en colère en face de cette personne-là, versus l'action. J'explose, je suis violent envers d'autres personnes. Mm-hmm. Et comment légitimer son émotion sans légitimer ses actions, puis comment, quand l'autre personne dit que ces actions-là ne sont pas adéquates, ne pas considérer ça comme une invalidation. On peut avoir une émotion puis une action, il y a quand même une différence entre les deux. On a souvent le droit à nos émotions, puis il y a des personnes qui vont avoir des émotions un peu plus intenses que d'autres, qui naturellement, ou à cause de leur vécu, comme j'ai dit, au niveau de règles, vont avoir une intensité émotive qui va être plus grande. Il y a comme une variabilité à l'intérieur des êtres humains par rapport à ça. Et c'est sûr que plus l'intensité de nos émotions sont grandes, que ce soit colère, tristesse, plus c'est difficile de les gérer. Parfois, certaines personnes vont les gérer en les gardant parce qu'ils ne sont pas capables de les gérer, elles sont trop fortes. Et là, effectivement, elles explosent, puis elles peuvent souvent exploser en colère. À l'inverse, il y a des gens qui ne les contrôlent pas du tout, qui disent, moi, qui légitiment leur action en fonction de leur genre. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, donc j'ai le droit de te crier après parce que je suis en colère. Et donc, comment faire la chose, tu as le droit d'être en colère sans avoir nécessairement le droit de crier par rapport à l'autre personne. Ce qui n'est pas toujours facile à faire. C'est pas toujours non plus reçu comme il faut vraiment comprendre que la colère peut être tout à fait légitime. Là, c'est correct d'être en colère. C'est pas correct d'aller frapper quelqu'un. C'est de la difficulté de le nommer. La difficulté de le reconnaître. D'avoir des fois des personnes qui ont de la difficulté à reconnaître leurs propres émotions. Ça m'est arrivé de voir des gens qui clairement avaient l'air très en colère, peut-être même en colère envers moi, mais qui n'étaient pas capables de l'admettre. Il y a des fois même de l'admettre. Oui, des fois, la colère, elle est très mal vue. Justement, quand je dis la différence entre il faut accepter l'émotion puis pas le comportement, des fois, les personnes ne font pas la différence entre les deux. Donc, dans certaines familles, par exemple, on ne peut pas exprimer la colère. On ne peut pas être en colère. Mais les gens, ils sont en colère. Et si on ne peut pas dire qu'on est en colère, il faut toujours agir comme si on n'est pas en colère, ça va se manifester autrement. Mm-hmm. Ça peut être des fois par l'explosion ou des fois par des éléments plus passifs-agressifs. Et parfois, carrément de la colère sans que la personne sache qu'elle est en colère. On peut avoir très peur d'être en colère. Des personnes qui vont avoir très, très peur d'être en colère parce que pour eux, la colère, c'est cette explosion-là, alors qu'on peut être en colère. Parce qu'elle était vue comme ça. Parce qu'elle était vue comme ça, parce que, disons, elle vit dans un milieu dans lequel c'était comme ça qu'elle était exprimée par leur père ou leurs parents ou leur fratrie. C'est comme ça que la colère était exprimée dans ce milieu-là. C'était quelque chose dont on ne parlait pas. Puis, jusqu'au moment où elle explose. Fait que ça peut être très, très épeurant, même pour sa propre colère. Parce que quand moi, je suis en colère, est-ce que je vais faire la même chose? Alors qu'il y a des façons d'être en colère tout en... de façon adéquate. Quelle est une façon adéquate, selon vous, d'être en colère? C'est une On dirait que vous alliez venir la question. C'est une très bonne question. Il y a toujours une question d'intensité. Donc, si on a une très, 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 très forte intensité d'émotion, c'est intéressant d'utiliser la stratégie pour voir si est-ce qu'on peut un peu diminuer l'intensité de cette émotion-là. Parce que si on est parti trop loin, c'est plus difficile de se contrôler. Et après, est-ce qu'on peut véhiculer ce sentiment-là, surtout si c'est une colère envers quelqu'un d'autre, d'une façon adéquate, en le nommant, genre, je suis en colère envers toi parce que ça m'a fait sentir ceci. On évite de dire tu m'as fait peur. Voici comment moi je me suis senti dans cette situation-là.
Et le fait de le reconnaître, de le dire, une fois qu'on a été capable un peu de se calmer, la première stratégie quand quelqu'un est trop en colère, puis dit là, je ne suis pas capable d'avoir, c'est de partir, de vivre sa colère seul, sans agir d'une façon qu'on risque de regretter, puis après, on la ramène. Encore une fois, ce n'est pas une question de délégitimer le sentiment, là, parce qu'il ne faut vraiment pas le voir comme ça. On a le droit à nos sentiments. C'est une façon de comment ces sentiments-là peuvent être, disons, même productifs dans une relation. Parce que c'est rarement productif si la colère se manifeste par des attaques envers des accusations d'une personne. Oui, parce que la gestion de la colère, c'est ça, souvent, quand on arrive mal à la contrôler, on la remet sur l'autre, alors que... Oui, et souvent, la colère, elle peut être par rapport à quelque chose que l'autre a fait. Mais c'est correct qu'elle soit par rapport à quelque chose que l'autre a fait, mais c'est pas correct de l'imposer à l'autre. Non, c'est pas correct effectivement, ou d'être violent, soit verbalement, soit agressif avec l'autre personne. La violence, c'est rarement une bonne solution, là, si je me trompe pas. Mais même violence, c'est verbal. Il y a des gens qui vont avoir une violence, pas physique, mais une violence verbale. Mais ça peut être un moteur de changement. Ça peut être légitime. La personne elle peut être en colère pour une bonne raison. Ça se peut qu'il y ait un comportement de la personne qui entraîne la colère, puis que ça serait bien que ça soit adressé. C'est ça, j'entends ce que vous me dites. C'est que c'est très normal de vivre la colère. Elle est sur le spectre de l'émotion, de l'émotion humaine, ce qui est moins adéquat dans une société civilisée, si je peux m'exprimer ici, ou ça a déjà été... Moi, si je vais au-delà de la société, je crois... Si la colère est envers un autre être humain, c'est qu'on est en relation, pas tout le temps, mais au moins on est en relation, ne serait-ce qu'on est deux citoyens, mais ça peut être un couple, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami. Donc, ça peut être une relation très proche, ça peut être une relation pas proche. Là, comme nous, on se rencontre pour la première fois. Néanmoins, on est dans une forme de relation. Si on veut que cette relation-là soit bénéfique, oublions l'élément de la société, ce serait bien que cette colère conduise à quelque chose de positif à la fin et non pas... Au coup de poing. Ça donnerait un drôle de podcast que ça se finisse avec un humoriste ou un psychiatre qui se tape dessus. Expliquez-moi un peu qu'est-ce qui mène aux troubles de l'opposition. C'est sûr qu'il doit avoir différentes composantes, puis il y a des façons, mais qu'est-ce qui fait qu'un humain, parce que moi, je le sais que j'en ai un à l'intérieur de moi que souvent on va me dire fais pas ça, puis je vais faire ah ouais, pourquoi? Bien, alors, un trouble oppositionnel, d'habitude, c'est un trouble qu'on va adresser à l'enfance. Alors, moi, je suis pédopsychiatre. J'ai fait quelques études en pédopsychiatrie comme pour tous les psychiatres, mais c'est clairement pas ma spécialité. Mais c'est un trouble qui est rencontré à l'enfance. Exactement de vous dire pourquoi. Je vais vous dire la réponse que n'importe quel psychiatre, tout en psychiatrie, va être en partie biologique et en partie sociétal. Hein. Donc, c'est vrai pour tout. C'est vrai pour... Il n'y a pas un trouble qui va être 100% une affaire puis 100% une autre. Même des troubles liés au stress, par exemple le PTSD, vont être très environnementaux. C'est des traumas qu'on a vécus, mais les gens réagissent quand même pas exactement de la même façon au même trauma. Et donc, il y a une variabilité intrinsèque à l'individu. Okay? Donc, même chose pour le trouble obsessionnel. Donc, je ne vais pas m'avancer sur ça, mais c'est clair qu'il y a certains milieux de vie qui vont contribuer à ce que certaines personnes soient plus optionnelles. Et ça se peut que, naturellement, cette personne-là ait ça au niveau de son tempérament, par exemple. Il y a des tempéraments qui sont à être assez innés, là, qui se présentent assez tôt dans une vie. Puis, il y a des tempéraments plus proches, plus propices à développer des choses au niveau d'un trouble optionnel, puis d'autres tempéraments. Donc, c'est souvent une nuance. C'est aussi, on mélange l'environnement auquel la personne a été, puis son tempérament naturel, mais ça va donner tout ce qu'on voit. Un soupçon du trouble de l'opposition. Oui, ou tout dans mon cas. Dans votre cas. Ouais. Je vais m'exprimer pour moi dans ce cas-ci. J'essaie d'entrer dans les peurs dans ce que je parle parce qu'il y en a une qui me fascine puisque je ne l'ai pas probablement. Ben, non, je l'ai. C'est plutôt que la peur de l'inconnu. Souvent, je vois beaucoup de gens figés devant l'inconnu, même à s'en bloquer. On essaye. Je ne sais pas si c'est c'est plus de la philosophie, mais une espèce de contrôle exécutif où on s'en va en ligne droite puis l'inconnu, on le laisse peu rentrer dans notre vie. Oui, alors, je vais peut-être faire bifurquer un peu. On bifurque. Bifurquons. Allons vers l'inconnu. Puis là encore, j'essaie de voir la peur de l'inconnu. Mon impression, c'est que c'est peut-être un peu relié un peu à la peur du changement. Donc, changer, c'est difficile. Et donc, l'inconnu,
Pourquoi c'est difficile de changer selon... C'est une bonne question. Tout changement va demander un effort. Hein? Donc, entendons-nous par effort demande énergétique? Ou ça stresse? Ça stresse. Écoutez, on peut... je veux dire, quand on est stressé, on a une plus grande demande énergétique. Donc effort at large, mais oui, même demande énergétique. Tout changement va entraîner, même si c'est un changement de comportement, va être difficile. On a tendance à perpétuer les mêmes choses. Puis des fois, si c'est des choses adaptatives, c'est bien. Mais même quand c'est maladaptatif, c'est pas évident de changer d'une situation qu'on connaît pas. Parce que là, c'est moi qui parle, un humoriste sans aucun diplôme. Quand je regarde l'humain, j'ai l'impression qu'on s'y plaît plus dans le connu que l'inconnu. Puis plus je vieillis, plus ça me fascine. Oui, mais tu sais, t'es un peu le devil you know. Il y a quelque chose, même si, par exemple, on est dans une situation très difficile, disons, par exemple, quelqu'un qui est dans une situation abusive, puis qui demeure en situation abusive, puis des fois, c'est comme difficile pour des autres personnes, mais comment ça se fait que tu es encore dans cette situation-là? Pourquoi est-ce que tu ne quittes pas cette personne-là? Puis ainsi de suite. T'sais. Mais il faut comprendre que c'est vraiment pas évident de changer un patron qu'on fait de façon régulière. Puis on connaît cette situation-là. Puis rarement une situation, elle est 100% négative. Mm-hmm. Souvent, les situations vont quand même avoir des éléments positifs. Souvent, en abus, il va y avoir beaucoup de hauts et de bas. Puis les hauts, on s'accroche au haut. Exactement. Puis il y a quelque chose de qui cause beaucoup de dépendance. Là, je parlais d'un système limbique. Il y a quelque chose de très propice à causer la dépendance qu'on a des hauts et des bas. C'est la façon dont les drogues fonctionnent. Mais une situation abusive peut un peu fonctionner de la même façon. Il y a ces hauts où est-ce qu'on est en extase, puis après, il y a les bas. À ceux-là qu'on s'accroche toujours. Oui, exactement. Puis c'est ce qu'on essaie de retrouver. Puis c'est souvent juste ce qui arrive généralement après un très grand creux. Dans les situations abusives, justement. Exactement. Puis après, donc, tout n'est pas toujours négatif tout le temps. Mais alors là, il y a déjà une habituation. Là. Il faut que les gens, puis on le voit aussi dans la consultation, des personnes qui sont habituées à des très, très, très grandes variabilités émotives ont une référence qui est différente de personnes qui vont ressentir, disons, les plaisirs de la vie quotidienne. Hein. Et donc, ce qui va être le référentiel pour voici ce qui est du plaisir va être différent. Et donc, un petit plaisir de la vie va pas entraîner le même rush que ces eaux-là. Et ça, parfois, ça va être vu comme « Ah, mais je ressens moins, ça me manque. » Ces pics-là me manquent vraiment beaucoup. Et donc, il y a comme une normalisation. Enfin, il faut accepter que si on veut être bien de façon générale, il ne faudra peut-être pas vivre avec ces éléments-là. Ces hauts, souvent, dans une relation abusive, sont souvent artificiels. Ils sont aussi hauts parce qu'on était aussi tellement bas. Donc, la différence, elle est énorme. Mm-hmm. Elle est énorme, mais ce n'est pas nécessairement que la personne, elle était si fantastique au niveau du haut. C'est peut-être juste parce qu'à ce moment-là, elle ne nous insultait pas, elle nous traitait pas. C'est ça, j'ai pas d'exemple, là, mais je vois un peu là, finalement, tu reçois un petit carré de chocolat, puis c'est comme... Mais l'émotion que ça entraîne est une émotion très, très forte parce qu'on partait de très, très loin. Et donc, le changement, comme je dis... C'est même ce qui créerait un peu le syndrome de Stockholm, de ce que je comprends, ou ça pourrait, dans certains cas... Oui, le syndrome de Stockholm, c'est effectivement s'identifier avec son abuseur. Il y a des éléments là-dessus, effectivement, aussi protecteurs. Il y a quelque chose de protecteur. Disons, encore une fois, je suis dans une relation avec quelqu'un qui m'abuse. J'ai investi du temps, justement, dans cette relation. J'ai investi des années dans cette relation, par exemple. Y a-t-il un rapport à l'ego? Oui, mais je ne le mettrais pas d'une façon, c'est pas péjoratif. Là. Oui. C'est protecteur. Je veux dire, de perdre tout ça, c'est quelque chose qui est très... confrontant, triste, déstabilisant. Il y a vraiment... Donc oui, on va avoir une certaine tendance à vouloir perdurer parce que de toute façon, sinon, ça voudrait dire quoi? C'est effectivement particulièrement triste. Et effectivement, la seule solution, malheureusement, souvent, la solution, c'est effectivement que cette relation-là s'arrête. Mais tout ça explique pourquoi
ça peut être très difficile à quelqu'un de vivre l'inconnu. Ou le changement. Tout changement entraîne une voie inconnue. Fait que moi, je crois que je ne sais pas si c'est vraiment la peur de l'inconnu. Il y a probablement un élément de peur d'inconnu. Là, on ne connaît pas du tout. On peut s'imaginer plein de scénarios. À ce niveau-là, il peut y avoir l'élément de peur de l'inconnu. Je vais sur quelque chose que je n'ai jamais fait. Là, c'est plus l'élément de si on a un potentiel anxieux de penser à tous les pires scénarios qui peuvent arriver. C'est vraiment une peur de rien. Puis parfois, c'est plus la peur du changement que de l'inconnu. C'est aller vers quelque chose de nouveau. Oui, j'ai peur de la chose nouveau, mais c'est surtout tout ce que j'ai J'étais bien avec J'étais bien ou j'étais pas bien, mais j'y ai investi du temps, ou il y a eu des éléments qui étaient bien. J'étais bien. Ouais. C'est ça. Puis, changeons d'inconnu maintenant. Qu'est-ce qui crée chez un individu une part de racisme? Parce qu'il n'y a pas là une peur de l'inconnu, justement? Oui. Il y a probablement une peur de ce qu'on connaît. Là encore, on va peut-être un peu au-delà. Je mentirais si je disais, on a une lecture sur le racisme et qu'est-ce qui est le racisme à l'intérieur de nos études de psychiatrie. Donc, ce que je vais dire va avoir des éléments d'opinion éclairée. OK, mais sans être... Ce n'est pas véridique. Prenez pas ça pour du cash. Ce n'est pas... c'est peut-être mon interprétation, mais oui, je crois qu'il y a effectivement une peur de ce qu'on ne connaît pas parce que on peut être très... Certes, puis plus pour certaines personnes que d'autres, on peut être... Il y a des personnes, moi, mes patients qui sont très anxieux, je leur dis, vous êtes très bon pour voir les pires scénarios. C'est quelque chose que vous faites très, très bien. Il y a une multitude de scénarios, puis de voir les pires scénarios, c'est quelque chose que vous faites mieux que plusieurs autres personnes. Il y a des personnes qui ont, à l'inverse, qui vont avoir une insouciance, puis sont incapables de voir, ou les voient pas du tout, les pires scénarios, puis ça peut être aussi très problématique d'être complètement insouciant. Puis je vais juste faire une parenthèse parce qu'il y a quelque chose qui m'allume dans ce que vous dites. On a les anxieux qui prévoient toujours le pire. Ouais. Dans leur scénario. On a les insouciants qui ne prévoient pas, mais est-ce qu'il y a des gens qui, eux, prévoient toujours le mieux? Bien, le mieux... Tu sais, est-ce qu'il y en a qui font des scénarios comme c'est toujours... Alors, je vous dirais, la réalité, si on n'est pas dépressif et anxieux, on a généralement un petit spin positif, ce qu'on appelle un petit spin positif. Donc, on est, à la base, on n'est pas fait, entre guillemets, pour prévoir exactement les choses. On est fait pour augmenter un petit peu les chances que ce qui arrive positif arrive. C'est pas du bon français, là. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on a compris l'essence. C'est qu'on a une petite parcelle de nous qui engendre la positivité. Oui, on a un petit... on a un petit billet positif à chaque fois. Ah! Okay? On a vraiment un petit billet positif si on n'est pas ni anxieux ni déprimé. À des fins d'espoir. Fin d'espoir, il y a probablement quelque chose de très évolutif de prendre un petit peu de risque par rapport le gain de prendre ces risques-là, probablement compense pour le risque un peu accru de faire des actions qu'on a prises. Et donc, ça, c'est ne pas être ni déprimé. Fait que si vous dites la majorité des gens vont se situer dans des choses qui est un peu plus un spin un peu plus positif. Si on est très insouciant, on va avoir un spin très, très positif. Si on est très anxieux ou très déprimé, on va avoir un spin très négatif. Des fois, quand les gens sont juste un petit peu déprimés, ils sont plus où est-ce que vous êtes, vraiment au milieu. Mais au milieu, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus adaptatif. Vraiment, ce qui est le mieux, c'est d'avoir un petit élément qui est positif. Là, ce qui fait qu'on va prendre parfois des petits risques. On va peut-être des fois changer d'emploi parce qu'on se dit ça, c'est peut-être un peu éthique. Puis on va un peu moins voir les éléments négatifs, puis on va plus accorder d'importance aux éléments positifs. Ça nous pousse un peu à faire de nouvelles choses. Si je suis au milieu, ce n'est pas que je suis rationnel. C'est que je suis un peu mort en dedans. Bien, si on est au milieu, on est très rationnel, mais au niveau émotif, on est peut-être mort. Mort est comme bien grand mot. C'est mon mot. Bon, pour moi, ça serait quelque chose de quelqu'un qui est très, très, très déprimé. Mais disons, c'est d'être un petit peu déprimé. Fait que la majorité des gens ont un petit spin positif. Bon, revenons à les opinions éclairées sur le racisme, parce qu'on y était. Oui, alors, fait que rappelez-moi votre question déjà. C'était sur pourquoi est-ce qu'on... Pourquoi on était parti de l'inconnu et pourquoi l'inconnu, même l'individu, l'inconnu peut faire peur à certaines personnes. Oui, j'aurais tendance à croire que si, justement, si on a un spin peut-être un peu plus négatif ou même pas, mais d'être avec quelqu'un dont on ne connaît pas
les valeurs, le background, dont on a probablement déjà des préjugés parce qu'il y a des images qui ont été véhiculées dans la société sans qu'on ait été capable de faire, de faire notre opinion par nous-mêmes. Fait que je crois qu'on est déjà probablement influencé par certains préjugés. Puis si les préjugés sont déjà négatifs à la base, on démarre l'interaction avec l'autre avec une préconception qu'on a internalisée. Puis c'est même si on ne veut pas l'internaliser, si c'est l'image qu'on a eue, on l'a. De là, tout le débat qu'il y avait eu sur le racisme systémique, il y a des choses qui ont été effectivement institutionnalisées juste à travers des générations de la façon dont on fait, dont on n'a pas nécessairement conscience, mais qui nous affectent même si on ne le sait pas. Puis si on ne le sait pas de façon consciente, ça va transparaître quand on va interagir avec autrui. Si on ne le sait pas de façon consciente, donc... Donc, si par exemple, je ne suis pas au courant que j'ai effectivement un préjugé X ou Y par rapport à cette personne, j'ai l'impression que je suis complètement neutre. Mais en fait, j'ai été influencé par ce qui se dit dans la société, l'histoire dans laquelle j'ai vécu, les biais historiques qu'on retrouve dans notre éducation et des choses comme ça. Mais si j'ai ces biais-là, mais j'ai l'impression que moi, je suis complètement neutre, je démarre quand même avec un biais quand j'interagis avec l'autre personne. On n'est pas à zéro. On n'est pas à zéro, puis souvent, on va avoir une certaine tendance à vouloir confirmer nos biais. Donc, j'ai déjà cette idée-là. Ah, c'est intéressant. Là, je vais essayer de la confirmer d'une façon. S'il y a quelque chose qui va un peu contre, je vais peut-être moins y accorder dépendance. S'il y a quelque chose qui confirme mon biais, alors là, c'est... J'accroche. Et donc, il y a ces éléments-là qui vont contribuer au racisme. Il n'y a personne, moi, j'ai clairement pas cette arrogance-là. Je crois que personne ne va avoir l'arrogance de penser que quand on interagit avec quelqu'un d'autre, on n'est pas influencé par tout ce qu'on a. Ah non, évidemment, oui. On est le produit de notre société, là. On est le produit de notre entourage aussi. Et notre société, elle a des biais, qu'elle se veuille aussi inclusive que ce soit. Oui. Donc, ce serait tout simplement une internalisation de quelque chose qu'on n'a pas nécessairement compris. Parce que c'est plus fort que nous, on l'apprend en vieillissant. Oui, puis la réalité, c'est les biais, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Là, on parle du racisme, mais c'est normal qu'on va internaliser plein de choses. J'avais parlé on n'est pas obligé de se faire frapper par une voiture pour savoir que si une voiture vient. Il y a des choses qui sont utiles dans... Très rationnelles, justement. Ouais. Qui sont très rationnelles, puis des peurs légitimes que la société a dit ça, c'était dangereux, on devrait pas le faire. Fait que c'est pas... En soi, avoir un biais n'est pas problématique. La réalité, c'est que quand on l'applique à un autre individu... surtout si on n'en est pas conscient, c'est là que ça peut être plus dangereux. Mm-hmm. Puis, la validation d'un biais ne fait-elle pas aussi grandir l'ego ou plutôt... si, par exemple, je me dis se faire frapper par un auto, ça fait mal. C'est comme un biais puisque je ne l'ai jamais vécu puis que je le vis. Ça ne me donne pas raison. Ça me donne raison, donc est-ce que je vais confirmer mes autres biais avec ça? Ou... c'est une bonne question. Je veux dire... il y a des gens qui, sans avoir cette idée, des gens qui ont une très grande confiance en leur capacité. Il y a des gens qui disent, moi, je cesse quelqu'un comme ça. Je dirais surtout des biais par rapport au même environnement, si on a eu soit des résultats objectivement positifs ou subjectivement qu'on considère positifs. Ben oui, il peut y avoir une confirmation de biais. Donc, par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, je suis très bon pour lire les gens très rapidement. » Ils sont dangereux, ceux-là, je trouve. Oui. Mais c'est un biais, honnêtement, c'est un biais qu'on va voir, par exemple, dans ma profession. On a une certaine séance, on voit beaucoup de gens. Donc, des formations professionnelles, presque. Mais on a aussi, on va avoir ça. J'ai l'impression, après 2 minutes, c'est quoi la personne-là. Puis, des fois, j'ai raison, des fois, je me trompe. Mais c'est pas évident parce que, bon, il y a une... C'est quelque chose que je fais continuellement. Donc, quand on a des biais par rapport à des choses qu'on répète, on peut avoir effectivement une confiance. Puis là, si on est moins bon pour se remettre en question, mais on peut essayer de fitter pour dire que finalement, on a raison. Comme vous avez dit, l'oreille va prendre ce qu'il veut pour... C'est ça. C'est intéressant, l'histoire des biais.
J'interromps mon propre podcast pour te dire que si t'aimes le contenu que tu es en train d'écouter, c'est probablement parce que tu devrais acheter des billets pour venir voir mon spectacle Machine. www.joecormier.ca, partout à travers le Québec. Je te dérange pas plus longtemps. Bonne écoute. C'est pas un billet, là, je change de sujet, là, je vais vers moi, là, parce qu'il y a quelque chose que je parle dans mon spectacle qui semble être commun, du moins des gens que je rassemble dans mes salles. J'ai une fascination pour engranger des trucs. Je suis un genre de rat pack là, de au cas où. Là. Je garde des trucs en me disant au cas où j'en ai besoin un jour. Puis souvent, quand j'entends ce numéro-là, je sais pas si c'est sociétal, c'est le couple hétérosexuel, la femme se retourne vers son homme, puis on dirait que c'est souvent l'homme qui ramasse comme un écureuil, mais je sais pas pourquoi. Là, je vous mentirais si je dirais que je suis allé voir les... Alors, il y a un trouble association, un trouble d'accumulation compulsive. Ouais. Là encore, c'est pas tout le monde qui ramasse des choses. On ne qualifie pas nécessairement pour un trouble. Oui. C'est un trouble, il faut vraiment que ça entraîne une dysfonction, une souffrance, et ainsi de suite. Sinon, à l'intérieur de la variabilité de la société, on peut être plus ou moins non. Je vous mentirais, là, fait que là, je ne vais même pas me commettre. Je vous mentirais si je dirais que j'ai en tête, il y a des troubles qui vont avoir un ratio plus important chez l'homme versus la femme ou vice-versa. Là. J'ai aucune idée pour le Mais donc, en ce moment, pour moi, c'est une coïncidence. Au niveau de mes connaissances actuelles, voilà. C'est une coïncidence. Mais dans ce cas-ci, ciblons est-ce que ça vient d'une anxiété de vouloir ramasser? Est-ce que c'est... Dans le trouble d'accumulation, beaucoup de gens vont effectivement avoir des troubles anxieux comorbides. Il y a effectivement... Là, comorbide. Mais comorbide, ça veut dire plus qu'un trouble à la fois. Donc, si on a, par exemple... Ah, donc, OK, oui, c'est deux troubles séparés, mais qui sont souvent présents. Sont liés, oui. Donc, plusieurs troubles anxieux vont être comorbides d'autres troubles anxieux, par exemple. C'est pas rare que quelqu'un qui a... C'est généralisé aussi de l'anxiété sociale. Et donc, dans le trouble d'accumulation, effectivement, on va voir souvent d'autres troubles psychiatriques comorbides, pas que des troubles anxieux. On va voir plusieurs, mais c'est souvent, il ne vient pas seul. Là, il y a aussi un biais professionnel. Là. Je ne fais pas des troubles d'accumulation purs, je fais d'autres types de troubles. Alors, tous mes patients qui ont un trouble d'accumulation ont aussi d'autres choses. Mais effectivement, il y a... Et c'est quoi, effectivement, la raison? Mais c'est probablement très variable d'une personne à l'autre. Il y a cet élément-là. Il y a des personnes, ça va être cette chose que peut-être ça va effectivement me servir. L'attachement, c'est comme je ne veux pas se débarrasser de quelque chose peut être très, très, très difficile. Il y a certaines personnes, là, je fais un peu du coq à l'âne, mais c'est quelque chose aussi qu'on voyait, surtout au niveau de la nourriture, c'est des personnes qui avaient été traumatisées ou qui avaient vécu de la famine, par exemple, ou des guerres. La peur d'en manquer. La peur d'en manquer. Donc, qui allaient préserver de la nourriture, quitte même à ne pas la manger, la cacher. Donc, des comportements qui auraient été, en fait, adaptatifs dans une certaine circonstance, qui sont plus adaptatifs. Parce qu'il n'y en a plus le besoin de faire ça, mais le comportement demeure. Puis des fois, on va aussi le voir dans la génération suivante. Donc, les parents ont manqué de quelque chose. Les parents avaient un comportement similaire. Les enfants, eux, n'ont jamais vraiment manqué de nourriture, de biens essentiels, mais ils continuent avec ce comportement-là qu'ils ont probablement intégré de leurs parents qui, eux, avaient vécu une situation dans laquelle c'était... Je vais m'ouvrir pour une étude de cas, là, on se parlera ensemble, là, Dans mon cas, je fais beaucoup d'introspection à savoir pourquoi je garde. Parce que oui, il y a une peur d'en manquer. Puis il y a aussi, ironiquement, je ne veux pas avoir trop de matériel dans ma vie parce que je ne veux pas être matérialiste. Donc, j'aime le fait d'avoir la même fourchette depuis des années. Ouais. Mais quand vient le temps de, justement, j'empile, puis on dirait que je me rends pas compte de « Hey, j'ai pas besoin de ça », puis ça me fait mal aller le porter parce que je me dis, c'est telle personne qui me l'a donné, elle tenait à moi. Oui. Alors, c'est ça. Des fois, il y a des attachements particuliers avec certains meubles. Puis il y a des gens qui vont... Mais je dois vous dire que je m'attache vite à des trucs inutiles. Je vais peut-être éviter de commenter ça. C'est trop dangereux pour moi de commenter ça. Je dirais que j'ai pas assez de de background pour vraiment. Pour voir c'est quoi. Là, mais je vous rassure, là, j'arrive à bien le gérer moi-même. C'est que je suis dans ce processus-là et ça me fait rire de faire mais pourquoi? On avait l'élément social. C'est pas
l'interaction avec l'objet va varier d'une société à une autre. Là. On n'a pas tous les mêmes interactions avec les objets. Là encore, je sors peut-être de mon champ d'influence, ça c'est peut-être plus une hypothèse, mais ça se peut que dans une société où est-ce qu'on nous pousse quand même très fortement à la consommation, que si vous, naturellement, vous avez un attachement particulier, puis en même temps, vous avez une force sociétale de dire « il faut consommer, il faut en avoir d'autres », mais les deux ensemble, ça fait que vous avez de la difficulté à vous en débarrasser. Même départir. Mais, et en même temps, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire « moi, je garde ça ». Parce que c'est tout à fait légitime de dire « moi, j'achète un produit, c'est un produit de qualité, je le garde, puis il va me durer ». C'est tout à fait légitime. Je ne dirais pas que ce n'est pas une pathologie du tout. Ça peut être très, très sain, en fait. Ça, c'est un élément. Mais si on achète plein de cuillères dont on a besoin alors qu'on en a une qui est suffisante, là, il y a peut-être un ensemble des deux forces qui sont en jeu. Une de celles qui je m'attache à mes objets, puis naturellement, si j'avais pas de pression, je serais la personne qui garderait ma fourchette tout le temps. Puis une force, là encore, dont tu n'es pas nécessairement conscient, mais qui nous pousse à vouloir acheter. Puis là, tu es dans l'achat, il y a plein de choses. On a parlé d'éléments de dépendance, des gens qui vont être dépendants à l'achat, ça va recréer un rush de dopamine, il faut se sentir très euphorique. Ils achètent, après ils vont se sentir mal parce qu'ils ont trop dépensé. Fait que ça recrée le même patron que j'avais mentionné tantôt, qui va contribuer à des achats compulsifs. Fait que puis on a une société qui quand même encourage ça, parce que c'est notre modèle. Disons-le ainsi. Ouais. Disons-le ainsi sans prétention. L'humain dans le sport, l'individu, là, souvent, j'ai pratiqué beaucoup de sport et même moi, j'ai eu des comportements inacceptables dans le sport parce que pour X et X raisons, moi, j'ai établi que c'est la peur de se faire mal, donc que tu fais mal avant ou quoi que ce soit. Mais je sens que quand on pratique le sport en groupe, il y a souvent des moments de débordement, puis je me demande pourquoi plein de gens gentils en société, parfois, quand on arrive au niveau du sport, deviennent un peu crunchy. Bien, le sport va chercher certains de nos attributs. On peut être très gentil et très compétitif, par exemple. Oui, effectivement. Et donc, dans la vie de tous les jours, on n'est pas nécessairement en compétition, mais dans le sport, on a un cadre dans lequel, en soi, c'est une compétition. Ces éléments-là vont ce qui est sain. Oui, ce qui est sain, c'est une façon... Quelqu'un qui peut être très compétitif, il peut sublimer dans le sport. Donc, sublimer, c'est quand on prend certains de nos attributs, incluant des attributs parfois plus négatifs, comme la violence, par exemple. Disons quelqu'un qui, naturellement, serait très violent, puis décide de faire de la boxe. Tu es dans un endroit où est-ce qu'il est contrôlé, mais tu sublimes cette pulsion-là vers quelque chose qui est socialement accepté, parfois même quelque chose qui peut être même bénéfique. Donc, mais le sport permet déjà ce cadre-là, ou va encourager ce cadre-là de compétition. Donc, ça va peut-être faire ressortir ces attributs-là plus de compétitifs que la personne. Je vais vous donner un autre exemple. Je vous coupe là parce que ça va exactement là où on s'en va pour moi, là, dans le sens, depuis que je fais de la boxe, je trouve que c'est un des sports les plus respectueux dans le cadre dans lequel on le fait. Puis souvent, dans les sports d'équipe où il n'y a pas à y avoir de débordement, c'est là où il y a des débordements. Oui, c'est un bon point. C'est vrai que des sports de combat, puis j'avais fait du taekwondo, j'ai fait du karaté, c'est un peu la même chose. Dans des sports de combat, il y a l'élément de respecter son adversaire est très, très important. Et le sport est en soi de combat, donc il n'y a pas vraiment de place au débordement. C'est vrai que, par exemple, si on passe au hockey, où est-ce qu'il y a des bagarres, là, il y a peut-être ce qui est acceptable. C'est vraiment assez étonnant. Il y a des choses au hockey qui vont être considérées des voies de fait si on fait la même chose dans la rue. Puis dans un match de hockey, c'est 2 minutes, 5 minutes. C'est souvent 5 minutes pour une bataille. Oui. Et ça varie d'un sport à un autre. Et au soccer, ce serait expulsion du match. Exact, oui. Fait que il y a ce qui est accepté socialement à l'intérieur de ce microcosme qui est ce sport-là. Et c'est vrai que des sports dans lesquels ce qui est accepté est un peu plus large, probablement laisse place au débordement. Il y a beaucoup plus de bagarres au hockey, qui est un sport que j'aime vraiment beaucoup, mais il y en a beaucoup plus qu'on va le voir au soccer. Puis, juste parce que c'est moins accepté socialement. Là. Au soccer, en Europe, c'est surtout dans les estrades qu'il y a des c'est bagarres. Ça, c'est les estrades le pire à gérer. Et donc, je crois qu'il y a ce qui est accepté socialement à l'intérieur de ce microcosme, de cette micro-société qui est à l'intérieur du sport. Fait que c'est sûr que si
Microsoft accepte que des gens se battent, c'est même valorisé, oui, même la fonction de certains joueurs qui est celle de remonter les troupes en se battant. Mais ça va encourager certains types de débordements. À l'intérieur des sports de combat, souvent, les règles sont... Le sport, c'est le combat. Il y a des règles très, très strictes. Ce qui est permis, ce qui n'est pas permis, de quelle façon est-ce que c'est permis. Si on déborde, c'est aussi souvent l'expulsion, une pénalité. Les conséquences sont beaucoup plus graves. Ça permet aux gens de contenir leur agressivité à l'intérieur de ce qui est balisé. Fait que je dirais qu'il y a probablement certains sports dans lesquels les balises sont floues et les balises étant floues, plus permissives, Parlons-en des balises, parce que j'ai aussi une autre impression dans mon écriture où quand il n'y a pas d'arbitre, souvent les gens sont plus civilisés que lorsqu'il y a un arbitre. On dirait quand on peut s'en remettre à l'autre, quand on peut remettre l'autorité dans les mains de l'autre, on s'en permet plus que quand ça devient notre propre conscience qui balise. C'est peut-être large, là, ce que je dis, là, c'est peut-être... ça m'inclut peut-être juste moi, mais il me semble que de mon expérience, non. C'est une bonne question. Je trouve que c'est pas... Là encore, on sort de la psychiatrie, c'est pas quelque chose à laquelle j'ai tant réfléchi que ça. Donc, si je dis quelque chose, ça va être... Je crois que si des personnes, on parle de sport amateur, des amis se rencontrent pour aller jouer à un sport X ou Y, effectivement, j'ai l'impression que les gens, ils ont une entente tacite avec les autres individus. On ne va pas se battre, on ne va pas se blesser. Puis on n'a effectivement pas besoin d'un arbitre à ce moment-là. Je ne sais pas, moi, s'il n'y avait pas d'arbitre à l'intérieur d'un sport professionnel dans lesquels il n'y aurait pas de conséquences à... Je le sais pas à ce moment-là, parce que là, la dynamique est différente. Je crois qu'il y a une question de dynamique. Là. Encore une fois, je parle de qu'est-ce qui est accepté par le groupe d'individus qui est là. Généralement, ça ne va pas être accepté que des amis qui jouent ensemble au même sport commencent à se battre pour rien. Ça ne les passerait même pas par là. Donc oui, ils vont se contenir, mais si tu es dans des endroits où est-ce que là... les enjeux sont plus grands, c'est le métier. S'il y a une façon de passer un peu outre sans que ça soit perçu, puis il y aurait peut-être un arms race. Je ne sais pas comment ça se passerait à un sport professionnel. C'est encore un contexte. Et ouais, ça serait le fun à voir. Je pense que je vais mettre tout mon argent là-dedans dans une ligue professionnelle sans arbitre. Est-ce que mon rapport à l'erreur, je pense qu'on a tous un rapport à l'erreur, l'humain, dans mon cas, on dirait que faire une erreur, ça devient grave ou des fois, on assume moins nos erreurs, l'humain. On a peur des erreurs pour la plupart ou j'avance de quoi de... Bien, encore une fois, j'avais parlé un peu des structures de personnalité. Il y a certaines personnes qui vont être plus réfractaires à faire des erreurs. Je parlais de perfectionniste. Quand on est perfectionniste, on gère moins bien le fait de ne pas avoir été parfait, donc d'avoir fait une erreur. Puis en soi, tout ce qui est à l'extrême est un peu problématique, là, parce que si pour que quelque chose doit être fait, il faut que ça soit fait de façon parfaite. Souvent, on ne va pas le faire ou on ne va pas le finir. Parce ça va être figé. On va être figé, ouais. Donc oui, ça rejoint un peu l'élément. Ça va ressembler un peu au spin dont je parlais, les spins positifs. Il y a des gens que c'est pas grave de faire des erreurs. Quand on va dans l'extrême, c'est aussi problématique parce qu'on peut faire des erreurs dans des endroits où on ne devrait pas faire des erreurs. On peut être là, j'utilise insouciance. La médecine, par exemple. Si on est trop insouciant en médecine, puis il y a des conséquences qui peuvent être très, très graves. En même temps, si on vise la perfection, puis il ne faut pas qu'il y ait aucun effet secondaire, mais on ne ferait jamais rien parce que, veut pas, il y a toujours une part de risque et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est quel est le risque qu'on est prêt à tolérer. Fait que l'erreur, c'est un peu un élément de ça. Qu'est-ce qu'on est prêt à accepter comme erreur? Ça va entraîner quelque chose de négatif, mais est-ce qu'on est capable de gérer ça? Est-ce qu'on est capable de mettre ça en perspective? Est-ce qu'on est capable de relativiser? Parce que des fois, les personnes qui sont très réfractaires à l'erreur, tout type d'erreur, même petite, va entraîner des émotions très, très significatives. Alors qu'il y a une gradation. Il y a des erreurs plus bénignes que d'autres. Toute erreur n'est pas égale. Oui. Mais quand on est perfectionniste, c'est comme si la moindre erreur prend une proportion qui est énorme, puis qui ne devrait pas
plus grande qu'elle devrait être. Est-ce que ça relève de la pédopsychiatrie, encore une fois, ça dépend de comment étaient perçues les erreurs dans ton entourage? Bien, alors, je dirais pas, ça ne dépend pas de la pédopsychiatrie pour la bonne et simple raison que, en tant que psychiatre de population adulte, des personnes qui ont des difficultés à avoir des erreurs, on en voit tout le temps. Est-ce que, effectivement, comment les erreurs ont été perçues quand on était jeune? Je reviens à ma réponse de tantôt. C'est très facile en psychiatrie. On dit que tout est en partie inné, tout est en partie sociale. Donc, effectivement, des gens qui ont été environnementales, tout est en partie environnementale et c'est en partie inné ou biologique, si on veut. Quelqu'un qui a été confronté à une situation dans laquelle les erreurs étaient inadmissibles, mais va avoir plus de difficultés à gérer ses erreurs dans laquelle, par rapport à quelqu'un d'autre qui était dans une famille, par exemple, ou dans un environnement dans lequel c'est correct, là, on s'est trompé, on passe à autre chose. Ça va relativiser les erreurs. Donc oui, les enfants vont être influencés par comment est-ce que l'entourage va percevoir ces erreurs-là. Et ça va aider à forger une personnalité qui, souvent arrivée à l'âge adulte, est déjà en partie cristallisée. Donc, est-ce que je suis fou de dire que c'est confrontant pour tous de faire des erreurs? Ou? J'ai rencontré peu de gens qui aiment faire des erreurs. J'aurais tendance à dire que la très grande majorité des gens ne voient pas l'erreur comme étant quelque chose de positif en soi. Là. Mais il y a quand même des gens qui sont très bons pour dire l'erreur, elle est minime, puis je passe outre. Ou t'es OK, j'ai fait une erreur, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois. Tu l'utilises comme moyen d'amélioration. C'est ça, mais c'est comme un feeling que je partage. Là, j'ai l'impression que beaucoup de gens parlent des erreurs comme étant des erreurs, là, comme ça fait mal, c'est dur à accepter et tout, mais qu'à l'inverse, on a aussi est-ce que c'est hypocrite de tenir le discours, on apprend de nos erreurs ou? Mais je crois qu'on peut tout à fait apprendre de nos erreurs. Oui, moi aussi, je suis dans cette optique-là, sauf que des fois, je sens que dans l'entourage que je vois, là, l'entourage élargi. Mais c'est comme un peu deux choses différentes. Et le dicton « on apprend de nos erreurs », c'est un dicton qui, je crois, est très légitime et basé sur une sagesse populaire qui fait beaucoup de sens. Après, je reviens, si dans votre entourage, les gens ont de la difficulté à gérer les erreurs, c'est peut-être, évidemment, des personnes qui, à la base, ont un certain tempérament, une structure de personnalité qui fait que les erreurs, c'est plus difficile et qui ont peut-être été dans un environnement dans l'école dans lequel l'erreur n'était pas acceptable ou jusqu'à un certain point banalisé. Pourtant, on fait des erreurs quotidiennement. L'erreur fait partie de l'apprentissage. C'est impossible d'apprendre sans faire des erreurs. Je veux dire, un enfant qui apprend à marcher, il va tomber. Si on considère tomber comme étant une erreur, il n'y a aucun enfant qui va passer de ne pas marcher à courir un sprint. C'est impossible. Donc, le sport, on fait plein d'erreurs. Oui. Quand on apprend quelque chose, on fait plein d'erreurs au sens large, dans le sens qu'on ne fait pas la chose comme elle devrait être faite. Ça dépend des perceptions aussi. Ouais. Parce que est-ce qu'il existe il existe sûrement des erreurs. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est une erreur. Oui, je veux dire, il y a des erreurs objectives. Là. On peut penser à un examen où est-ce qu'il y a une bonne ou une mauvaise réponse. Exact, oui, très strict. Une bonne réponse. Encore une fois, après la réponse à cet échec-là, les erreurs, c'est un peu comme des échecs, va varier d'un individu à un autre. Je dirais que dans un monde idéal, une personne, disons le summum de la stabilité de santé mentale, va être en mesure de juger adéquatement les erreurs. Ça, c'est une erreur problématique, c'est une erreur de laquelle je peux apprendre. Ça, c'est une erreur que j'ai fait qui a des conséquences très, très graves. Donc, comment est-ce que je vais éviter qu'elle ne se répète pas? Toute erreur n'est pas la même. Mais ça serait comme un monde idéal. Après, on a tous nos personnalités. Comme je dis, il y a des gens qui vont être un peu plus insouciants puis vont moins voir les erreurs qui auraient été des erreurs très, très graves puis qui auraient même peut-être pu être évitées s'ils n'étaient pas aussi évidents. Puis à l'inverse, on va avoir des personnes dans l'autre extrême qui vont voir toute erreur comme étant la fin du monde et donc qui vont juste éviter. Je crois que l'idée, c'est d'essayer de pratiquer, de remettre les choses en perspective. On se retrouve tous dans ce spectre-là. Si les gens ont l'impression que moi, j'ai tendance à surréagir aux erreurs, mais c'est essayer effectivement de la mettre en perspective. Souvent, c'est ça, l'anxiété. C'est comme chaque erreur est vue comme étant la fin du monde.
on la met en perspective. Il y a même certains types de thérapies, c'est pas vraiment des erreurs, mais ça va un peu rejoindre ça en anxiété, où est-ce que des personnes qui vont avoir de l'anxiété sociale, par exemple, qui vont être dans un milieu public, puis qui vont dire, OK, les personnes vont me regarder, ils vont trouver que je suis bizarre, ils vont trouver blablabla. Et donc, moi, je préfère ne pas aller dans le milieu. C'est pas un discours interne, ça? C'est pas lié à un discours interne, ça, de penser que les autres vous trouvent bizarre? Oui, mais non, dans un discours interne, là, ça dépend de ce que vous entendez par discours interne, ça peut être... ça peut être juste une perception, sans entrer en psychose, là, parce que on peut... Une perception erronée. Une perception erronée, mais qui est pas d'une intensité psychotique. Plus au niveau anxieux. J'ai peur que les gens vont me remarquer, tout ça. Il y a vraiment une distorsion. La majorité des gens, dans un magasin, ils vont faire leur affaire puis ils ne regardent pas l'autre individu. Il y a une distorsion, l'impression que les personnes, c'est des conjoints. Mais aussi, des fois, il y a certains thérapeutes là, qui vont dire, mais une forme de thérapie cognitivo-comportementale, de montrer que le pire scénario, il n'est pas aussi pire qu'on pense. Donc, par exemple, faire une erreur. Allez-y, crier dans le magasin. Pire qui peut arriver, on va vous mettre dehors. C'est pas la fin du monde. Personne ne va mourir. Vous n'allez pas vous retrouver en prison. Il y a pas... Bon, peut-être qu'ils vous accepteront plus dans ce magasin. Ouais, ça dépend comment on crie. Oui, ça dépend comment on crie. Mais le point étant que même ce scénario qu'on pense qui est terrible, souvent est quand même moins terrible qu'on le pense. Les répercussions, oui. Les répercussions sont moins graves qu'on Appréhension, peur, oui. Puis aussi, des fois aussi, on dit, si je fais ça, les personnes, ou si je commence à pleurer, les personnes vont rire de moi. Les chances sont que si vous commencez à pleurer, les gens vont soit s'en aller parce qu'ils vont être un peu inconfortables, soit des personnes plus empathiques vont venir vous voir, vous dire ce que ça va. C'est rare que les gens vont commencer vraiment à vous rire. Donc la perception de la société. C'est ça, ce phénomène-là, on parle d'une perception de la société. Ben moi, raccourci rapide, là, je suis comme... mais comment peut-on en venir à penser que les gens vont rire? Est-ce que c'est une forme de projection presque? Est-ce que quelqu'un qui pense ça, lui, va se mettre à rire si quelqu'un pleure? C'est vrai que la majorité du temps, c'est pas une forme de projection. Okay. La majorité du temps, c'est pas des personnes qui elles-mêmes vont rire. D'ailleurs, moi, c'est une dépression, mais si vous voyez quelqu'un pleurer, qu'est-ce que vous allez faire? Se met dans le dos. Ou je vais m'en aller, ou je vais voir si elle est bien. Moi, j'observe. Je suis un témoin. Oui, c'est correct. C'est probablement ce que la majorité des gens ont fait. Soit on est un peu mal à l'aise, on s'en va, soit on observe, mais que les personnes rient très peu. Puis c'est pas une projection, c'est vraiment une crainte par rapport à... Voulez-vous que je vous dise, je vais vous dire le fond de ma pensée à propos de ça, mon code mon code d'agissement envers quelqu'un qui pleure. Quand je suis en ville, j'observe, j'attends de voir si la personne a besoin d'aide, mais quand je suis en campagne, puisque j'ai été élevé dans des milieux ruraux, immédiatement je m'approche. Oui. Mais il y a aussi l'élément... Quand il y a beaucoup de gens, il y a le phénomène en français, je ne sais pas c'est quoi, c'est bystander en anglais, là, où est-ce qu'on a tendance à attendre que quelqu'un d'autre prenne le relais. Hein? Donc, il y a ces études-là où est-ce que si quelqu'un tombe, puis il y a plein de gens, puis les gens vont comme juste passer, puis ils ne vont pas aider la personne, parce qu'il y a toujours cette idée de... Mais si je vois la personne tomber de mes yeux, je vais y aller. Mais si j'arrive à un événement où je remarque quelqu'un pleure, je fais « Oups, ça fait combien de temps qu'elle pleure? » Parce que je ne veux pas non plus devenir l'énième personne qui va l'avoir en faisant « Êtes-vous correct? » Parce que peut-être qu'elle a juste besoin de pleurer. Fair enough. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que même si vous la voyez pleurer puis vous n'y allez pas, c'est pas si anormal comme comportement. C'est un comportement de masse, là, où quand on est beaucoup, on a un peu la tendance à dire que quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Si on est seul puis on voit la personne, on va avoir plus tendance à aller. Et donc, dans un petit milieu, on est en campagne, on est seul, il y a quelqu'un qui pleure, beaucoup de gens vont avoir plus tendance à y aller. Les gens vont, entre guillemets, un peu se déresponsabiliser dans... C'est ça, social, puis je ne vais pas déculpabiliser. C'est un peu un phénomène naturel là, qui a été... C'est son déculpabilise pas, mais naturel, c'est bien dit. Donc, mais même là, il y a comme une grosse différence entre ne pas aider quelqu'un qui pleure et commencer à rire de cette personne. Le spectre est large. Puis souvent, quand quelqu'un est très anxieux, sa peur, c'est de devenir le centre de l'attention et tout ça. Puis que les personnes... Donc, ça aide des fois d'aller juste passer. Faites le pire scénario. Puis souvent, le pire scénario, t'es réaliste. Là, les conséquences vont être moins graves qu'on le pensait. Et l'appréhension. Là, moi, en anxiété, je dis souvent, des choses que j'aime bien dire, c'est si on s'appréhende par rapport à quelque chose dans le futur, surtout quelque chose qu'on n'est pas capable de contrôler.
On est en train de souffrir maintenant pour quelque chose qui va peut-être arriver dans le futur. Fait qu'on souffre maintenant et en plus, on va souffrir quand ça va arriver. On est en train vraiment de perdre du temps. Je m'inquiète que dans 3 ans, il va y avoir une guerre. Là, je souffre pendant 3 ans. Puis si dans 3 ans, il y a une guerre, je vais souffrir parce qu'il y a une guerre. Il y a cette utilité à se dire, là, je suis en train de réfléchir à quelque chose sur lequel, j'ai pas d'impact ou peu d'impact. Quelque chose sur lequel je pourrais pas éviter de toute façon. Je m'inquiète qu'un jour, je vais mourir. Oui, un jour, je vais Impuissance, mourir. J'ai pas d'action là-dessus. Là. Je peux essayer de passer de belles vies, mais je peux pas... Sur la finalité de la mort, j'ai pas d'impact là-dessus. C'est assez triste si je passe le reste de ma vie à m'inquiéter par rapport à ma maman. Ouais. Et donc, d'en avoir conscience de cette peur-là, puis d'essayer de travailler dessus, c'est pas miraculeux. Là, c'est pas une épiphanie, puis là, se dire du jour au lendemain, on est plus anxieux par rapport à ça. Mais même déjà de faire cet exercice-là aide. Ce qu'il y a, c'est que les personnes restent dans la peur, puis ne font pas l'exercice en disant « OK, laisse-moi 2 secondes, je suis en train de m'inquiéter par rapport à quelque chose sur laquelle j'ai pas d'impact. Je suis en train de souffrir maintenant pour quelque chose pour laquelle je vais en plus devoir souffrir. C'est juste en train de décupler ma souffrance plutôt que juste souffrir au moment où ça va arriver. Ça tend à diminuer un peu la souffrance à ce moment-là. Je me rends compte que je suis peut-être anxieux. On va survoler les réseaux sociaux. Okay. Rapidement, parce que plusieurs... en fait, ma vision de ça, c'est l'outil technologique qu'est le téléphone cellulaire, dont on m'avait promis liberté et indépendance grâce à cet outil. Je me rends compte que finalement, j'en suis dépendant et qui me note en quelque sorte parce que je suis souvent sur mon téléphone cellulaire alors que c'était... Ça m'a pas été vendu comme ça, tu sais. Fait que Et là, suite aux mesures de l'Australie d'interdire avant 16 ans les réseaux sociaux, est-ce que ça a un réel impact sur nous en tant qu'individus? Ben, j'ai tendance à dire que oui. Là, j'ai plusieurs de mes patients qui vont avoir une dépendance, disons, aux réseaux sociaux. Puis là, en plus, on rajoute maintenant l'intelligence artificielle. C'est un tout autre élément, mais de devenir dépendant au niveau relationnel avec une intelligence artificielle, on le voit. Moi, je le vois de plus en plus au niveau clinique. Qui est une relation très confortable. Oui, sur plusieurs points. C'est clair qu'il n'y a pas un... Alors, je backtrack. Aussi au niveau des réseaux sociaux, c'est un modèle d'affaires. Je veux dire, c'est des compagnies dont leur objectif, c'est de faire de l'argent. C'est bien correct. Fait qu'ils font un produit dont l'objectif est de faire que les gens passent le plus de temps possible sur leur plateforme et ainsi de suite. Donc, c'est comme tous ces produits-là dont l'objectif est qu'on en consomme le plus, ben ils sont créés d'une façon à ce qu'on en consomme le plus. Puis, plus un réseau social est bon à créer une dépendance, une utilisation dépendante, plus il va être populaire et dans ce sens-là, plus il va faire des profits, puis ainsi de suite. Donc, le téléphone cellulaire permet l'accès à plein de réseaux sociaux, plein d'applications dont l'objectif est qu'on les utilise et donc elles sont faites d'une façon à ce qu'on les utilise de plus en plus. Donc oui, effectivement, est-ce que ça nous donne une liberté? Je ne crois pas. Je crois que ça nous a effectivement donné accès à plein de choses dont l'objectif est qu'on passe beaucoup de temps dessus. Et est-ce que c'est pire quand on est enfant? Mais comme il y a des choses qui se construisent quand on est enfant, probablement qu'effectivement, il y a une utilité à limiter l'accès quand on est jeune, ne serait-ce que pour au moins permettre à ce que notre cerveau se développe sans créer une dépendance dès notre très jeune âge à ce genre de choses. Je vous écoute, là, je fais un lien en vous écoutant là, de probablement tiré par les cheveux puisque je suis humoriste, là, mais peut-on dire que les réseaux sociaux sont une forme de relation abusive parce qu'on y voit beaucoup de hauts et de bas? Oui, mais je dirais que la relation abusive a le même patron que les dépendances. Toutes les dépendances créent des hauts. Voilà, oui. C'est la façon dont les dépendances sont faites. Là. On a un rush, on a un manque, on a un rush, on a un manque, on a un rush, on a un manque. C'est ça qui crée la dépendance. Fait que oui, les réseaux sociaux utilisent des stratégies similaires. Le rush d'avoir des j'aime ou ainsi de suite, le manque d'être de vu, avoir,
c'est ce même patron-là. Là. Fait que oui, mais c'est vrai pour toute dépendance. Le jeu pathologique fait la même chose. On a quelques gains, on a plusieurs pertes. Mais toutes les dépendances sont basées là-dessus. La différence avec des dépendances de substances, par exemple la cocaïne, c'est qu'elle-même, par la substance elle-même, va faire une grosse libération de dopamine dans notre cerveau. Fait qu'elle active directement ce qui cause la dépendance. Mais les autres le font de façon indirecte, mais dans notre cerveau, c'est quand même ça qui se passe. Puis quand on fait des études d'imagerie cérébrale, mais on va voir les mêmes régions activées. Fait que c'est un peu un patron similaire. Là. Tout type de dépendance crée un peu le même patron au niveau du cerveau. Et il y a des éléments, il y a des façons de créer des comportements dépendants. Les réseaux sociaux sont très bons parce qu'ils sont, je veux dire, à la rigueur, je ne fais pas le procès des réseaux sociaux. C'est des compagnies dont l'objectif, c'est de faire des profits. Si on fait des profits en ayant plus de clients, puis si on a plus de clients qui passent du temps chez nous, c'est ce qu'on veut, ils vont créer un système qui fait que plus de clients passent. Fait qu'ils vont créer un système propice aux dépendances. Après, ça dépend à quel point les sociétés veulent légiférer par rapport à ce qui est... Oui, ça, je ne vous demande pas de vous prononcer sur le choix de l'Australie. Là. Mais c'est ça m'éclaircit dans mes pensées. Le podcast tire à sa fin. Là, j'ai beaucoup de questions à propos de l'ego dans notre société actuelle. Ça, c'est... Revenons à l'individu, là. Je trouve que souvent, je me demande la pertinence de vouloir marquer l'histoire et on dirait que bien des gens veulent être intemporels. C'est une grande question. Pourquoi veut-on traverser les âges? Je ne serais peut-être pas en mesure de répondre à ça complètement. Je vais peut-être pouvoir faire des pistes de solutions. Là aussi, il y a un élément social. Je dirais que... Plus qu'un individu seul. Ça va au-delà de l'individu seul. Parce que ce n'est pas nécessairement de la même ordre pour toutes les cultures. Il y a des cultures qui vont être plus communautaristes, dans lesquelles ce qui va être valorisé au jour le jour... C'est la communauté. C'est la communauté, c'est être humble. Il ne faut pas... par exemple... dans certaines cultures asiatiques, entre autres, il ne faut pas être l'arbre la plus haute de la forêt, des choses comme ça. Ou est-ce que ce qui va être valorisé, c'est plus de travailler pour la communauté et d'être un arbre de la forêt et pas l'immense sapin qui va vous allez peut-être me trouver... j'ai eu cette réflexion-là en voyage au Japon. Puis, après... Donc, effectivement, tu es au Japon, en Chine, tu vas avoir cet élément-là. Après, ça ne va pas empêcher que certains individus eux-mêmes, il y a comme des hiérarchies, puis que certains individus soient à la forêt. Des fois, il y a certaines sociétés dans lesquelles c'est clair qui devrait être l'arbre le plus grand, qui devrait être l'arbre le plus petit, dans lesquelles les strates sont très, très définies, puis on reste dans notre strate, puis c'est ça qui est ça. Ce qui n'est pas le cas, effectivement, en Occident. On a beaucoup basé nos sociétés occidentale sur la méritocratie. C'est le concept. C'est comme ça qu'on légitime nos sociétés, dans le sens que si tu veux être le plus grand arbre, tu peux être le plus grand. Hein? Donc, il y a clairement quelque chose de social ici dans lequel ça nous pousse à, si on est capable de l'atteindre, on pourrait, puis la société devrait permettre à toute personne qui décide de monter, de devenir plus haut. Donc, il y a peut-être une incitation à ce niveau-là de le faire. Je crois qu'il y a aussi eu probablement, au-delà de ça, une mode... Je dis j'ai acheté une mode, mais le sentiment que on a eu beaucoup véhiculé l'idée que si on veut faire quelque chose, on va y arriver. Donc, cette image que tout le monde pouvait tout faire, ce que j'allais le dire comme ça, je vais le dire, là, je pense que je vais choquer personne, ce qui n'est pas vrai, dans le sens que, puis moi, j'aime bien utiliser un exemple, voilà. Si je voulais être un joueur de hockey professionnel, je ne pourrais pas être. J'ai pas le temps. Même si j'avais passé tout mon temps. Je le sais, j'ai joué avec des amis. J'ai des amis qui jouaient autant que moi, qui étaient beaucoup plus talentueux. Donc, ces amis-là, s'ils avaient passé le même temps que moi, ils auraient quand même été plus talentueux que moi. Il y a quand même des différences à la base. Je mesure 5 pieds 7. Je comprends. Disons encore, t'es joueur de basket, encore plus difficile. Alors qu'à l'inverse, un joueur de basket qui mesure 2 mètres et quelques, il y avait comme des statistiques, là, à une certaine hauteur, les chances de faire partie de la NBA sont beaucoup plus grandes que d'autres. Fait que mais on s'accroche aussi aux histoires de Stephen Curry. C'est vrai, mais juste statistiquement,
Et donc, il y a quelque chose là-dessus de... Puis, je ne veux pas dire que si j'avais joué au hockey toute ma vie, je serais un meilleur joueur que je suis maintenant. Oui. Mais je ne serais pas... Ou si vous atteignez la Ligue nationale, c'est de peine et de misère. Je ne crois pas que je serais un joueur de quatrième trio, mais au mieux des cas, j'aurais été un joueur de quatrième trio. Puis c'est correct. On a tous des forces et des faiblesses. Je crois que c'est correct d'essayer de trouver c'est quoi nos forces, mais d'avoir l'impression qu'on peut tout faire dans tous les domaines, que chaque individu pourrait tout faire dans tous les domaines. Il y a quelque chose, je crois qu'on a vendu un rêve. Le rêve américain. Oui, le rêve américain qui est On dirait presque que ça engendre beaucoup de mégalomanes qui pensent pouvoir tout faire. Oui, mais moi, je crois que ça entraîne beaucoup plus de souffrance. En fait. C'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vont se confronter à un mur, une déception. Puis, je crois que ça va plus loin que ça. Je crois qu'il y a des gens qui, des fois, à l'inverse, vont dire c'est parce que j'ai pas travaillé assez fort. Je veux dire, ce qui est aussi très triste, non, ça se peut que tu as pratiqué autant que ton collègue. Ton collègue, il y avait des aptitudes de hockey plus grandes. Toi, tu t'es rendu à ce niveau-là. Tu t'es pas rendu à l'USL. C'est pas parce que t'as pas mis tout l'effort, puis c'est pas de ta faute si tu t'es pas rendu. Il y a aussi l'autre penchant où oui, ça donne l'impression que tout le monde peut faire. Des fois, ça peut donner même l'impression que des choses nous sont dues. Mais à l'inverse, ça peut aussi créer des responsables pour les choses où la présidente, elle n'est pas responsable. Ça m'éclaire grandement parce que c'est vrai que moi, j'ai été élevé dans le tu peux tout faire, il s'agit de le faire. Puis je trouve que ça vient lier mon spectacle avec l'idéologie de la performance. Là, justement, il y a des gens qui... quand on se met il y a des gens qui commencent à courir. Là, il faut qu'ils courent 400 km pour atteindre un programme pour faire partie de l'élite, alors que finalement, on oublie de le faire que pour le faire. Oui, moi, je crois que idéalement, tout ce qu'on fait, surtout à une intensité, c'est des choses qu'on aime. Puis la personne qui, quand elle était jeune, rêvait de faire partie de la Ligue nationale, puis bon, c'était pas ses aptitudes n'étaient pas là, mais si elle aime jouer au hockey, j'espère qu'elle va continuer à jouer au hockey toute sa vie. C'est ça, c'est pas une finalité de pas jouer chez les pros. Dernière question que j'ai toujours voulu poser à un psychiatre. Croyez-vous à l'âme? J'évite le plus... Quoique j'ai dit pas mal d'opinions personnelles ici. Oui, on va le marquer. Hein? Je vais le marquer dans la description. C'est vrai que j'ai dit quand même pas mal d'opinions. Ce genre de questions, j'évite d'y répondre. Je vais te dire pourquoi j'évite d'y répondre. Un, parce que je ne sais pas si certains de mes patients vont écouter. Parfait, oui. Puis j'essaie à ce niveau-là d'être le plus neutre possible pour qu'un patient puisse exprimer ses propres croyances par rapport à ces choses. Donc, alors, c'est pas tout à fait vrai. Il y a certains patients qui savent, pour X ou Y raison. Des fois, je choisis de dire Il y a un de mes professeurs a toujours dit, si tu dis quelque chose de personnel de toi, il faut que ça soit dans l'intérêt du patient qui est de toi. Donc, si tu donnes quelque chose, c'est pas pour ton propre ego, c'est parce que tu as l'impression qu'en disant ça, ça va être bénéfique. Ça va être bénéfique. Oui. En le disant comme ça à tout le monde. Non, on laisse si faire. Certains de mes patients écoutent éventuellement le podcast, Monsieur Martin, on laisse faire ça. Moi, je vais continuer de réfléchir à ça de mon côté. Je vous remercie énormément de votre temps, de votre pertinence. Ça peut paraître bénin pour vous, mais ça m'a grandement aidé. Parce que moi, je fais des liens avec ce que je suis en train de construire en ce moment comme spectacle. Donc, merci. Je ne sais pas si vous voulez qu'on encourage les gens à aller liker votre page. J'ai pas de page, mais je suis ici pour la fondation Douglas. Donc, si les gens veulent donner donner à Douglas, oui, ce serait très bienvenu et apprécié. Allez sur le site de l'Institut Douglas. On mettra les liens. Merci, monsieur Ruben Martens. Ça a été un immense plaisir pour moi. Merci, ça a été un plaisir pour moi aussi.